Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alain Lagrave et j'étais jusqu'à il y a quelque temps encore chef prévisionniste à Météo France. C'est-à-dire que je faisais des prévisions météo telles que vous pouvez les voir ensuite à la télévision. Je vous dis ça parce que donc j'étais dans la prévision opérationnelle. Ce dont je vais vous parler, moi, aujourd'hui, c'est plus de climatologie, de la prévision du climat. Or, la prévision du temps sensible pour les jours à venir est quelque peu différente de la prévision du climat pour les années à venir. Les métiers de météorologue, météorologiste, prévisionniste sont différents des métiers tels que climatologue, glaciologue ou chercheur en sciences du climat. Ah, attendez, j'ai un petit problème, voilà. Donc, évidemment, le réchauffement climatique, vous en avez tous entendu parler, parce que bon, c'est quand même un sujet qui est maintenant assez largement débattu. Bon, on en parle beaucoup, hein, c'est comme d'autres sujets, on en parle beaucoup. Après, derrière, c'est un sujet qui nécessite également des actions concrètes et efficaces, comme on pourra le voir au cours de la présentation. Donc, le plan de cette présentation, donc, je vais commencer par faire quelques précisions. Ensuite, avant de parler du devenir du climat, on regardera un petit peu le passé climatologique de la Terre, c'est ce qu'on appelle la paléoclimatologie. Je ferai quelques rappels essentiels pour comprendre un petit peu cette histoire de réchauffement climatique. On regardera bien sûr quelles sont les composantes du climat. Et évidemment l'effet de serre. Donc le réchauffement climatique, ça évidemment tout le monde en a entendu parler aussi. Hein, il y a ce qu'on appelle les climato-sceptiques, les gens qui contestent le fait que soit la Terre se réchauffe, soit qui sont d'accord avec le fait que la Terre se réchauffe, mais qui disent que ce réchauffement n'a pas d'origine anthropique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les activités humaines qui sont responsables de ce réchauffement. Hein, ce sont les gens qu'on appelle les climato-sceptiques. Peu nombreux, de moins en moins nombreux, mais bon, donc on fera un petit point là-dessus. Je vous parlerai des différents gaz à effet de serre, donc responsables de ce réchauffement climatique. On fera l'état des lieux avec ce qu'on observe aujourd'hui, qui nous permet de dire que le réchauffement climatique est déjà en marche, que le climat est déjà en train de se modifier. On verra également très rapidement comment est-ce qu'on peut prévoir le climat du futur, donc avec les ordinateurs. Un petit mot sur le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les COP, vous savez qu'il y a une COP qui a eu lieu en France, à Paris, la COP 21, et ce que l'on prévoit, donc l'évolution de ce climat, et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les précisions. Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique. En fait, il faut la notion qu'il faut surtout comprendre et intégrer, c'est dérèglement. C'est vrai qu'à l'origine, il y a un réchauffement, la Terre se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe, les océans se réchauffent, et ça va entraîner un dérèglement climatique. Un dérèglement climatique, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement des choses qui vont se passer là où elles ne se passaient pas avant, qui seront observées dans des régions où on ne les observait pas avant. Il va y avoir une modification
hein, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir beaucoup plus dans les endroits où il pleuvait peu. Au contraire, il y a des régions qui vont devenir arides, qui vont s'assécher. Bon, voilà, ça, ce sont des composantes d'un dérèglement climatique. Voilà. Donc, nous, en tant que prévisionnistes météo, maintenant, eh bien, on est également dans les prévisions à court terme pour les jours à venir. On a aussi, quand même, maintenant, hein, cette notion, on sait que le climat peut se dérégler et se dérégler assez fortement. Hein. On en a d'ailleurs des exemples, hein, quand on listera ce qu'on observe aujourd'hui, et déjà les choses un peu anormales d'un point de vue climatique que l'on observe, eh bien, les prévisionnistes maintenant doivent être en mesure d'intégrer ces extravagances un peu de l'atmosphère que l'on va pouvoir observer maintenant. Ensuite, on entend beaucoup parler de la planète. Hein, tout le monde a entendu parler que la planète était en danger. En fait, la planète n'est pas en danger. La planète existe depuis 4,5 milliards d'années et elle en a vu d'autres, croyez-moi. En fait, la planète continuera à nous survivre. Hein. Ce qui est clairement posé, c'est la survie de notre civilisation. Alors, peut-être pas de l'humanité, dans un premier temps, mais en tout état de cause de la civilisation, c'est-à-dire de la façon dont nous sommes socialement, économiquement, politiquement organisés. Est-ce que ça, c'est encore viable? Est-ce qu'on peut encore se permettre de vivre comme ça dans les années à venir, hein, dans un climat donc, qui sera déréglé, hein, et qui va nous infliger des contraintes? Et on évolue vers un état qui sera de plus en plus équivoque, hein, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus appel à la technologie, mais ça rend nos sociétés de plus en plus vulnérables. Hein, on le voit bien d'ailleurs. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a eu un épisode neigeux à Paris, et vous avez vu que ça a tourné catastrophe tout de suite, les gens qui ont dormi dans la voiture. Enfin bon, voilà, on est en 2018, voilà, on a les ordinateurs, mais pour autant, on reste extrêmement... Moi, c'est pendant mes années où j'étais président, c'est ce qui m'a... J'ai vécu quelques événements majeurs, hein, comme tempête de 99, que vous n'avez pas connu, bien sûr, la tempête Xynthia, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, et toutes ces choses-là ont montré que nos sociétés étaient restées extrêmement vulnérables. Donc, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est bien la façon dont on vit et qui va être remise en question. Et puis, la conscience, hein, moi je reste persuadé quand même, hein, que, alors je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai affaire à un public de jeunes, d'habitude je m'adresse à un public d'adultes, et bon c'est vrai que quand on est adulte, on a plus d'expérience, plus de maturité, on a déjà des années, et là on est un peu plus sensible peut-être. Bon, quand on est jeune, on pense toujours, moi je l'ai été aussi, on pense toujours que tout finira par s'arranger, que bon tout ça c'est pas si grave, enfin on a, et c'est normal, on a quand même, hein, comme on dit, la niaque, et on y va, donc on pense que bon tout ça, oui. Alors, en fait, je pense qu'il y a un décalage très très important entre la gravité de la menace, parce que c'est véritablement une menace, il y en a d'autres, hein, tout le monde a entendu parler, bien sûr, tous les jours on entend parler du terrorisme, du chômage, enfin il y a d'autres choses mais ça, je trouve qu'il y a un décalage énorme vraiment entre ce qui va se passer et la conscience qu'on en a. Alors, quand est-ce que ça va se produire, ça? Alors là aussi, on entend 2050, 2100. C'est vrai que nous sommes un peu responsables, enfin les scientifiques sont un peu responsables de ça, parce qu'on fait tourner des modèles de prévision numérique, et puis il faut bien arrêter à un moment donné, sur des dates, et publier, bon. Et c'est vrai que, bon, il y a 2030 aussi, pour une date pour laquelle on sort pas mal de cartes, de graphiques, de choses comme ça, et qui montrent le climat tel qu'il serait en 2030. Donc, et après, il y a 2050, 2100. Alors,
là aussi, ça peut induire un petit peu un raisonnement conduisant à une mauvaise appréciation, parce qu'on dit, oh, bon, si c'est 2030, bon, on est en 2018, alors là, a fortiori, 2050, 2100, bon, loin, c'est loin. Non, non, en fait, c'est vrai qu'on publie des éléments pour ces dates, qui sont des dates un peu repères, si vous voulez, mais le réchauffement climatique a déjà commencé, le dérèglement climatique est en cours. Hein. Simplement, voilà, ça c'est des étapes pour lesquelles on regarde un petit peu l'évolution, hein, l'évolution donc par rapport évidemment au climat passé, ce qui va changer donc, dans le climat futur par rapport à ce qu'on observait jusqu'alors. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que le climat que vous connaissez actuellement, quand vous aurez mon âge, ce ne sera qu'un souvenir. Le climat que j'ai connu quand j'étais jeune, c'est celui que vous connaissez actuellement, ce n'est plus le même. Alors, la différence n'est peut-être pas, mais il y a déjà des choses qui ont changé. Voilà. Donc vous allez vivre, votre vie d'adulte, dans un climat qui sera de plus en plus différent. Alors, qu'est-ce qui est impacté par ce dérèglement climatique? Donc évidemment, l'atmosphère, dans toutes ses composantes, hein, physique, chimique, dynamique, les océans, l'hydrologie, hein, c'est-à-dire les cours d'eau, il y en a qui vont recevoir plus d'eau, donc qui vont modifier leur débit. Il y en a au contraire qui vont s'assécher, il y en a même qui vont disparaître, il y a des petits cours d'eau qui ont déjà disparu d'ailleurs. La biodiversité, donc ça c'est tout ce qui est les animaux, les insectes, qui sont déjà aussi bien affectés, l'agriculture, la pêche, la santé, le tourisme, les ressources en eau potable et l'équilibre mondial. Et oui, parce qu'il y a des régions qui vont devenir inhabitables, soit parce qu'il y aura plus d'eau, soit parce qu'il pleuvra trop, soit, et ça pour les États insulaires par exemple, tels que les Maldives, les Maldives sont condamnées à disparaître. Voilà. Donc là, c'est un pays entier, un État qu'il va falloir délocaliser. Il va bien falloir que quelqu'un les accueille. Bon. L'année dernière, en 2017, il y a déjà eu 20 millions de personnes qui se sont déplacées d'elles-mêmes ou qui ont été déplacées par leur gouvernement pour... je pense qu'il y a des pays dans le monde. Alors nous, évidemment, la France, les pays qui actuellement sont aux premières loges et qui vivent, eux, déjà assez fortement le dérèglement climatique, ce sont les gens qui se trouvent sur les îles, sur les atolls, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, ou alors ceux qui vivent dans le Nord, les Inuits, les gens qui vivent en Laponie, tout ça. Eux connaissent déjà très bien les effets du réchauffement climatique. Et tout ceci se produit dans un contexte d'accroissement de la démographie qui est très important, exponentiel. Vous voyez que depuis le début de l'ère chrétienne, jusqu'en 1800, la population a évolué très lentement, puisqu'en 1800, nous étions simplement 1 milliard d'individus. En 1800. C'est pas si vieux que ça fait un peu plus de 2 siècles. Et regardez, voilà. Alors, on est actuellement en 2018 à 7,4 milliards. Et les projections, alors, l'ONU, il y a quelques années, mais c'est pas vu encore, il y a 2 ans, l'ONU pensait que la population mondiale allait stagner, on allait atteindre 9 milliards, un peu plus de 9 milliards en 2050, et qu'ensuite, ça ne bougerait plus. Pourquoi? Parce que dans certains pays où la natalité est très importante, eh bien, l'accès aux femmes, de l'instruction, de l'éducation, enfin une plus grande culture dans ces pays-là allait permettre une meilleure conscience et qu'il y aurait une autorégulation des naissances qui se ferait.
en fait, oui, l'accès à l'instruction, à l'éducation est meilleur, mais ça n'a pas eu de conséquences, les conséquences espérées sur la natalité. Donc, en fait, eh bien oui, la population mondiale continue à augmenter. Et donc, on attend désormais les nouvelles projections de l'ONU, c'est 11 milliards en 2050. Donc, vous voyez, là, on voit bien le problème, hein, c'est-à-dire que 11 milliards, il va falloir loger tous ces gens-là, avec des terres qui sont en recul du fait de la montée des océans, donc ça veut dire moins de terres à cultiver, moins de terres habitables, et ça veut dire aussi beaucoup plus de gens à nourrir. Hein, à nourrir, à chauffer, à loger, à des gens à qui il faudra donner du travail. Enfin bon, donc, et 2100, un siècle, c'est rien, hein, je veux dire, c'est un peu plus d'une génération. Donc on va regarder assez rapidement hein, le passé de la Terre. Donc là, vous avez, voilà, ça c'est la courbe, la ligne noire que vous avez ici, c'est la température, hein, c'est la moyenne de température sur 30 années, vous voyez, entre 1960 et 1990. C'est notre température de référence. Donc tout ce qui est en dessous, ben c'est là, quand la courbe de température ici est en dessous, ben c'était des époques où il faisait plus froid qu'aujourd'hui, et puis quand c'est au-dessus, c'était plus chaud. Donc là, bon, évidemment, hein, là les courbes, on a l'impression que le climat de la Terre jouait au yo-yo, mais là évidemment, hein, regardez l'échelle de temps. Hein, entre ici et là, vous avez 400 millions d'années, hein, donc bon. Alors que là, quand on se rapproche, quand on se déplace vers la droite, évidemment l'échelle de temps se desserre. Là, vous n'avez plus qu'un million d'années, et puis pour la dernière partie, eh bien, vous n'avez plus que 20 000 ans. Donc effectivement, vous voyez que là, on a l'impression que ça bouge moins, mais évidemment, parce que l'échelle est desserrée. Bon, ce qu'on peut noter quand même, c'est que à partir d'une vingtaine de millions d'années, la Terre s'est refroidie. La Terre s'est refroidie. Et dans le dernier million d'années, on voit clairement des cycles qui apparaissent. Donc ça, ce sont, je pense que vous en avez entendu parler, les ères glaciaires et interglaciaires, hein, qui rythmaient plus exactement le climat de la Terre. Hein. Donc nous sommes dans une période interglaciaire qui est l'Holocène, et nous sortons, donc la dernière période glaciaire date de 20 000 ans. Alors, ce que je voudrais vous faire observer quand même, c'est que ce qui sépare une période glaciaire d'une période interglaciaire, c'est pas 20 ou 25 degrés. Regardez. Par rapport à la température actuelle, moins 4, moins 5. Il faisait simplement 4 ou 5 degrés de moins en moyenne, hein, sur la température moyenne mondiale, qu'aujourd'hui. C'est pas. Et on attend pour la fin du siècle la même chose, dans l'autre sens. Or, 4 degrés, 4-5 degrés en moins sur la température moyenne mondiale, c'est un bouleversement climatique. Je veux dire, les conditions, il y a 20 000 ans, bon, une calotte polaire qui descendait jusqu'en Angleterre, bon, les océans, évidemment, beaucoup plus bas, 120 mètres plus bas. Pourquoi ? Parce que toute l'eau était sous forme de glace, hein, et prise où ? Ben, sur les océans, donc le niveau avait baissé. Donc, des conditions complètement différentes. Alors, quand on regarde, évidemment, dans l'autre sens, un réchauffement de 5 degrés, on s'imagine bien que c'est pas rien. Parce que bon, moi j'entends des choses, hein, il fait 15 degrés actuellement à de moyenne, ouais, bon, il va faire donc 15, 5, ça fait 20. Oh, ben, moi, oui, ça me dira au contraire, parce que je suis un peu frileux. Ah oui, non, c'est pas ça. Hein. Et quand c'est pas. Ah non, c'est pas. Les conséquences, c'est pas quelques degrés en moins, je me sens mieux, ça me permettra de mettre un pull en moins. Non, non, c'est pas ça. C'est des conséquences, notamment, on le verra, sur les océans, mais sur plein d'autres choses. Alors là, normalement,
Bon, je vais vous lancer une animation, ça ne se lance pas automatiquement. Par contre, là, le son ne passe pas par l'audio de l'amphi. Donc, moi, j'ai mis le volume de mon portable au max. Mais bon, pour les premiers rangs, c'est en tête. Mais bon, voilà. C'est simplement une petite animation qui va vous expliquer les aires glaciaires interglaciaires et qui va le faire mieux que moi. Depuis 2 millions d'années, la Terre alterne régulièrement entre période glaciaire et période interglaciaire. Eh bien, la compréhension de cette alternance, on la doit à l'un des plus importants savants du XXe siècle. Ah ok, compris, Milankovitch, c'est bien ça. Exact. Milutin Milankovitch. En fait, ces glaciations et déglaciations sont directement liées à l'ensoleillement de la Terre, à la chaleur qu'elle reçoit, si tu préfères. Eh bien, cette chaleur n'est pas constante et varie en fonction de 3 paramètres astronomiques que l'astronome CERN a découverts. D'où le nom paramètre de Milankovitch. Absolument. Le premier paramètre, c'est l'obliquité de la Terre. On le sait tous, la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe infini. Cette inclinaison est d'ailleurs responsable des saisons. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du Soleil sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil sont plus concentrés dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement, l'inclinaison varie, cycliquement, tous les 41 000 ans. Actuellement, elle est de 23,26 degrés, mais depuis 1 million d'années, elle a varié entre 21,9 degrés et 24,5 degrés. Vous l'aurez compris, plus l'axe est incliné, plus les saisons sont contrastées et inversement. Ok, jusqu'à présent, je suis. Et le deuxième paramètre? Le second paramètre, c'est l'excentricité. On le sait aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Et le troisième paramètre? Ah, le troisième est un peu plus complexe. C'est la précession des équinoxes. En plus de tourner sur elle-même, la Terre tourne à la façon d'une toupie. La direction de l'axe de la toupie varie et décrit un cercle. Eh bien, c'est pareil pour la Terre. L'axe de rotation terrestre décrit un cercle en 23 000 ans. À cause de cette précession, les saisons ne se passent pas au même endroit sur l'orbite. Il y a 11 000 ans, l'été dans l'hémisphère nord se produisait quand la Terre était au plus proche du Soleil. C'était donc des étés très chauds. Avec la précession, il se passe désormais quand la Terre est au plus loin du Soleil. Les étés dans l'hémisphère nord sont donc plus frais et monstrueux. C'est la combinaison de ces 3 paramètres orbitaux, l'obliquité, l'excentricité et la précession, qui influencent le climat de la Terre. Voilà. Voilà, donc vous avez eu rapidement l'explication donc de ce qui gouvernait. Donc vous voyez que ce sont des paramètres astronomiques qui gouvernaient le climat de la France. Voilà, naturellement, on passait, et vous avez eu les échéances de temps, des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Donc tout ça, évidemment, se met en place tranquillou. Bon. Là, la grosse différence
avec ce qui se passe, maintenant, c'est que là, on a accéléré le processus et surtout, c'est que maintenant, le climat de la Terre n'est plus commandé par des paramètres naturels, astronomiques, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est l'homme qui pilote le climat de la Terre. Voilà. C'est nous qui sommes responsables, qui serons responsables du climat qu'il fera sur Terre. Et ça, évidemment, dans l'histoire de la Terre, par contre, c'est une grande première pour nous ici. Et c'est pourquoi on a proposé de baptiser cette nouvelle ère l'Anthropocène, puisque c'est désormais l'homme qui va gérer le climat. Alors, quelques notions pour comprendre. Lorsque vous avez un système qui est en équilibre et que vous perturbez cet équilibre, le système, cette perturbation initiale peut générer des perturbations secondaires. Alors, ces perturbations secondaires, soit vont accroître la perturbation initiale, c'est-à-dire que le système va se dérégler de plus en plus. À ce moment-là, on parlera de rétroaction positive. Alors là, on n'est pas dans le jeu positif de chez Carrefour. Je veux dire, quand on dit les réactions positives, c'est-à-dire qu'ils vont dérégler de plus en plus. Donc, au contraire, accroître la perturbation. Par contre, il y a des perturbations qui vont tendre à ramener le système vers son état d'équilibre. À ce moment-là, on parlera donc de rétroaction négative. Négative dans le sens où on revient vers l'état initial. Exemple de rétroaction positive. La modification de l'albédo de la surface terrestre. Ça vous parle, ça, l'albédo? Jamais entendu parler? Bien. Alors, l'albédo, c'est simple. Vous avez le rayonnement qui arrive, le rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre. Il y en a une partie... Pardon? Il y en a une partie qui est absorbée et une partie qui est réfléchie. Ça, vous le saviez? Bon. Alors, en fait, l'albédo, il vient simplement mesurer la partie absorbée par rapport à la partie réfléchie. Vous voyez, c'est ça, c'est AT. Bon, A. Hein, c'est ça l'albédo. Donc ça, c'est le rayonnement global, moins le rayonnement absorbé. Donc, rayonnement global, moins rayonnement absorbé, en fait, c'est le rayonnement réfléchi. Alors, quand vous avez un rayonnement absorbé qui vaut 0, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout est réfléchi. Tout est réfléchi, donc, si vous avez 0 au numérateur et 1 en bas, évidemment, vous avez un albédo qui vaut 0. Par contre, si tout le rayonnement global est absorbé, vous avez 1 sur 1. D'ailleurs, l'albédo est un rapport, donc il n'y a pas d'unité. Et à ce moment-là, vous avez un albédo qui vaut 1. Donc l'albédo, c'est quoi? C'est quelque chose qui varie entre 0 et 1. 1 étant donc l'albédo du corps noir, étant corps théorique, censé absorber tout le rayonnement qu'il reçoit. Donc actuellement, sur la banquise, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez que la neige ou la glace ont un albédo très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça renvoie beaucoup, ça absorbe peu. Alors, quand vous allez, je ne sais pas si pendant les vacances scolaires, certains sont allés skier, mais bon, quand vous avez le soleil sur la neige, on met les lunettes, les lunettes de soleil, parce que le rayonnement direct plus celui qui est renvoyé, la même chose un peu au bord de la mer parfois, quand on a